Alors, nous sommes réunis, comme vous le savez, pour, ici, à France Stratégie, qui est notre partenaire, pour la remise du deuxième prix de l'EN3S. Alors, ce prix de l'EN3S, je rappelle, c'est un prix qui est destiné à récompenser un ou des ouvrages parlant de protection sociale. Je crois, très honnêtement, qu'il n'y en a pas d'autre prix qui a ce champ de la protection sociale. Et donc, si on l'a créé il y a un an, c'est parce qu'on estimait que la protection sociale, c'est une matière qui mérite bien, effectivement, d'être approfondie, d'être investiguée, et aussi de donner lieu à de la pédagogie. Et donc, on souhaitait récompenser des ouvrages qui soit donnaient des éclairages nouveaux sur la matière protection sociale, soit faisaient œuvre de pédagogie sur ce domaine que je pense, mais évidemment, moi je suis un peu pas tellement objectif sur le sujet, puisque ça fait 25 ans que je suis dans le secteur, donc je suis pas très objectif, mais je pense vraiment que c'est évidemment un domaine totalement fondamental pour la société française d'aujourd'hui, et je le dis d'autant plus que, comme vous le savez, nous sommes dans l'année du 70e anniversaire de la sécurité sociale, puisqu'elle a été, en tout cas la sécurité sociale contemporaine a été créée avec les ordonnances de 45, il se trouve que par ailleurs les pouvoirs publics m'ont demandé de préparer cet anniversaire, et donc je suis particulièrement heureux que ce prix donc soit un peu le début de cette célébration, si j'ose dire, du 70e anniversaire. Alors, le prix, très rapidement, ce prix, je tiens à rappeler, il est décerné non pas simplement par l'école, mais par un jury qui est composé de la façon la plus remarquable possible, me semble-t-il, puisqu'il est composé de tous les présidents de Haut Conseil. Marie-Claire Carringer, présidente du Conseil d'orientation de Pôle emploi, nous fait l'amitié d'être là, du directeur de la Sécurité sociale et donc de l'école. Donc voilà, donc on a un jury, je crois, tout à fait, qui couvre tous les champs de la protection sociale. On sélectionne un certain nombre de livres. On en avait sélectionné 11 cette année. J'ai eu droit à quelques remarques des membres du jury qui trouvaient que quand même 11 livres à lire, pas de doigt, Marie-Claire, je reconnais, effectivement. Mais enfin bon, donc 11 livres de champs très très larges, hein, puisqu'on avait les ouvrages tant de Dominique Schnapper que de Gilbert Sette, etc. Hein, voilà, donc on prend, si vous voulez, à peu près tous les ouvrages qui, d'une façon ou d'une autre, ont trait à la protection sociale pendant une année. Voilà. Et ensuite, ben voilà, nous avons délibéré sans difficulté, du reste, je dois le dire, et nous allons récompenser les 2 ouvrages dont on va parler dans un instant. Voilà. Tout ce que je voulais dire sur ce prix, et moi je suis très heureux que, que ce prix permette de donner un petit éclairage à des matières dont je continue à penser qu'elles sont fondamentales pour la vie des Français, pour notre vivre ensemble, comme on dit beaucoup au jour d'aujourd'hui, pour l'avenir de notre société, et qui en même temps ne donnent pas lieu sont souvent sous-estimés et pas très bien traités par tous les médias d'actualité. Voilà. Et je remercie encore beaucoup Jean Pisani-Ferry de se joindre à nous et d'être notre partenaire. Et voilà, et je suis très honoré effectivement que France Stratégie soit donc notre partenaire dans toute cette opération, membre du jury, bien évidemment. J'ai oublié de le dire, Sylvain Mahfouz évidemment était là dans le jury et avec nous pour remettre les prix dans un instant. Merci. Je vais commencer par excuser Selma qui, malheureusement, pour des raisons familiales, ne peut pas être là ce matin, mais qui a beaucoup travaillé avec vous dans le cadre du jury. Non, 2 mots d'abord pour dire que bon, France Stratégie est très heureux d'être associé à cette initiative. Le prix littéraire, c'est pas exactement le cœur de métier de cette maison, hein. Mais je crois que c'est bien qu'on le fasse. C'est la 2e année que nous le faisons. C'est un peu tôt pour juger avec recul de la postérité des ouvrages qui sont primés. Mais c'est important parce que ça permet de mettre en avant d'autres modes d'expression et d'autres modes de connaissance que ceux qui sont traditionnellement portés par une maison comme celle-ci. Et c'est de mettre en avant, de promouvoir ces modes d'expression et de connaissance, c'est un complément très utile par rapport à ce qui est un peu naturellement la forme d'expression de ces institutions, qui est une langue un peu technocratique, qui voit la réalité d'une certaine manière, qui la communique d'une certaine manière, et qui, au fond, parle assez spontanément aux gens qui sont eux-mêmes déjà insérés
dans ces modes d'expression et ces modes de connaissance. Il faut jamais qu'on oublie là où nous sommes, et tout en faisant notre métier, que à la fois ça parle à relativement peu de gens, et donc il y a quand même un devoir d'informer qui est essentiel par rapport à des citoyens qui sont exigeants, qui attendent de comprendre, qui attendent d'avoir de l'information fiable sur un certain nombre de grandes questions qui les soucient. Et bon, le volet pédagogie du prix répond bien à cela, et je crois que le fait que votre ouvrage, madame, traite de questions de santé, qui sont des questions sur lesquelles il y a une très grande demande de connaissances, et en même temps une très grande inquiétude par rapport à un certain nombre d'évolutions qui sont perçues comme porteuses de risques, porteuses de changements, mais pas toujours bien comprises. Je pense que c'est très important de pouvoir travailler, publier des ouvrages qui mettent à disposition les éléments essentiels, les paramètres essentiels. Donc je suis content que... je n'étais pas membre du jury, donc je peux m'exprimer librement, mais je suis content qu'on puisse, en primant votre ouvrage, reconnaître cela. Et puis, s'agissant de l'ouvrage de Pierre Jox, c'est l'enquête. Hein, c'est une forme de connaissance qui reprend une longue tradition, et de ces enquêtes qui transforment notre manière de voir les choses, de notre regard sur des réalités que typiquement on a du mal à appréhender avec les outils traditionnels. Les outils traditionnels, ils agrègent, ils condensent, mais ils ne permettent pas de restituer la complexité et aussi les dysfonctionnements qui peuvent être mis en lumière à travers un travail d'enquête. Donc moi, ce que j'ai apprécié dans cet ouvrage, et aussi c'est pour ça que je suis content que nous y soyons associés, d'abord c'est cet effort d'autant plus remarquable qui vient de vous, dont ce n'est pas le premier métier, hein, de conduire des enquêtes. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est l'histoire, et au fond vous démarrez par des rappels historiques. Et quand on lit l'arrêt Veuve-Stéphane, enfin ce que vous dites de l'arrêt Veuve-Stéphane, on ne peut pas s'empêcher de penser au Rana Plaza. C'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher de penser que cette question de la responsabilité qui était qui dans cet arrêt trouvait une première traduction dans la définition d'une notion de responsabilité qui allait au-delà de la définition traditionnelle et de la délimitation de la culpabilité, qu'au fond ces problèmes sont toujours avec nous, et que lorsqu'aujourd'hui nous parlons dans le cadre des travaux qui sont conduits ici, par exemple par la plateforme sur la responsabilité sociétale des entreprises, toute cette question de responsabilité des entreprises sur chaîne de valeur, au fond on traite toujours de questions qui sont avec nous depuis très longtemps, depuis qu'on s'interroge sur effectivement quelle est la responsabilité d'une entreprise, non seulement au sens strict, mais à l'égard de ses salariés, et aujourd'hui à l'égard de ses sous-traitants et de ceux qui contribuent donc aux produits qu'elle met sur le marché. Voilà, donc encore une fois, pour nous, pour France Stratégie, nous sommes très heureux de participer à cette initiative, et par là de manifester que nous sommes à la fois conscients des limites de ce que nous faisons tous les jours, et soucieux d'aider à ce que des regards qui soient des regards complémentaires, différents, qui enrichissent notre approche, puissent être promus. Merci. Alors, il m'appartient maintenant en tant que président du jury de dire un petit mot après celui que vient de dire Jean Pisani-Ferry, donc des deux ouvrages qui vont être récompensés, en expliquant pourquoi le jury a choisi ces ouvrages. Avant, je vais dire un petit mot des trophées qui sont là. C'est les trophées qui vont être remis. Alors ces trophées, juste, on les a fait faire par
Voilà, donc un trophée pédagogie et un trophée perspective. Ils ont été faits à Saint-Étienne. Alors je rappelle que l'école, elle est à Saint-Étienne, l'école le 23H, et quelques élèves dans la salle. Ils ne sont pas venus spécialement de Saint-Étienne, ils sont en stage plutôt dans la région parisienne, sauf erreur de ma part. Ceux qui sont... Et il y a une autre école à Saint-Étienne qui est une école d'art et de design. Et on a proposé aux élèves de l'école d'art et de design de réaliser les trophées. Et donc on a eu plusieurs propositions, on a choisi celle-là, voilà, donc c'est des trophées entre guillemets stéphanois. Voilà, alors deuxième chose, alors prix perspective d'abord, je vais remettre dans un instant avec Jean Pisani-Ferry. Donc évidemment, nous sommes très heureux et très honorés d'avoir décerné ce prix à Pierre Jox. Alors qu'est-ce qui nous a séduit dans l'ouvrage de Pierre Jox? Je parle sous contrôle là encore des membres du jury présents, dont Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale, qui nous a rejoint. D'abord, effectivement, je trouve que ce qui nous a énormément séduit, c'est cette démarche de terrain qu'évoquait Jean Pisani-Ferry, c'est-à-dire cette démarche, et je dois dire d'un ancien ministre, ancien premier président de la Cour des comptes, ancien membre du Conseil constitutionnel, allant effectivement s'asseoir dans les bancs des TAS, des TCI, pour écouter les audiences. Démarche, je crois, suffisamment rare déjà pour être reconnue, et évidemment qui est très intéressante. Mais évidemment, le livre ne se résume pas à cette démarche et à ce témoignage. Derrière, il y a toute une réflexion historique, comme vous l'avez dit, en repartant de toute, notamment l'histoire de ces juridictions sociales elles-mêmes liées au droit social, à la construction du droit social en France, et vous évoquez par exemple la construction de la loi de 1898 sur les accidents de travail, maladies professionnelles, et d'où elle vient, et ce système de réparation sans faute qui a donné lieu à toute cette législation. Donc bien sûr une démarche historique, une réflexion de fond sur l'organisation de ces juridictions si méconnues, puisqu'elles ne font pas partie de l'univers chancellerie. C'est cette spécificité d'avoir des juridictions qui ne dépendent pas de la chancellerie. Je le sais, comme le sait Thomas Fatome, puisque en fait une partie de ces juridictions, celles qui sont TAS, TCI, CNITAT, sont gérées par la direction de la sécurité sociale, tant bien que mal, mais effectivement c'est une bizarrerie de notre organisation. Mais évidemment l'ouvrage de Pierre Jox traite aussi des prud'hommes, des CDAS, qui dépendent d'autres structures du ministère. Et donc, bien sûr, toute une réflexion sur ce qui se passe, sur les procédures en cours dans ces juridictions, notamment la réflexion, par exemple, sur l'absence d'un parquet général, etc. Et puis, du droit comparé, parce que, voilà, et quand j'ai été faire une interview de Pierre Jox, puisque par ailleurs, Pierre Jox a accepté une interview qui sera dans le prochain numéro de Regard, alors je fais un peu de publicité aussi à cette occasion, puisque notre prochain numéro sera entièrement sur les sujets de contentieux de la sécurité sociale, avec un grand témoin Pierre Jox. Eh bien, vous avez insisté sur notamment cette approche droit comparé et sur ce qui se passe dans d'autres pays dans lesquels vous avez aussi été pour comparer notre organisation judiciaire. Donc voilà, c'est tout ça qui a séduit le jury, et donc on est voilà, et je pourrais pouvoir dire effectivement le prix a été décerné sans du tout débat fort au sein du jury. Le deuxième prix va à Dominique Polton, donc pour son ouvrage, donc le prix pédagogie, puisqu'on a un prix un peu perspective et un prix pédagogie, sur son ouvrage sur la santé pour tous. Ce qui nous a séduit, là encore je parle sous contrôle des membres du jury, c'est que cet ouvrage aborde de front les grandes questions fondamentales, et de façon, disons, presque naïve, si j'ose dire, dans la formulation. Pourquoi les déficits? Qu'est-ce qui est le plus utile? Les politiques de prévention ou les politiques curatives pour avoir des résultats efficaces en matière de santé? Mais à partir d'une approche qui sont les questions que tout le monde se pose, une approche extraordinairement nuancée, évidemment, une approche qui est fondée sur aussi une très grande connaissance de toutes les études qui existent au niveau national et international, mais mises à disposition de chacun de façon extrêmement pédagogique, et qui, je crois, nous incite à éviter, c'est un des chapitres du reste, les solutions clés en main, un peu simplistes, qui quelquefois qu'on voit dans les médias ou qui fleurissent ici ou là. Donc derrière un aspect très pédagogique sur l'ensemble des questions d'assurance maladie, de santé,
qui est dans un ouvrage extrêmement lisible, hein, je le conseille vraiment à tous, c'est extrêmement facile. En même temps, ça décrit nullement une réflexion extrêmement approfondie et nuancée sur ces différents aspects qui sont au cœur, je peux vous le dire, enfin en tout cas des réflexions des politiques publiques en matière d'assurance maladie du côté de l'État, du côté de la CNAM notamment. Voilà, donc deux ouvrages très différents, extrêmement différents, mais qui montrent, je crois, l'ampleur aussi des sujets, des façons d'aborder les thèmes protection sociale, même si je pense que, mais on y reviendra peut-être effectivement dans le débat. Je remercie Manuel Jardino d'avoir accepté ensuite d'interviewer les deux lauréats. Je pense que derrière, il y a quand même le sujet de l'accès au droit qui est dans les deux ouvrages et de la lutte contre les inégalités qui est très très forte dans ces deux ouvrages. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va remettre maintenant les ouvrages. Donc, bon, bah, je vous remets. Voilà, c'est les 7 communes. Au départ, c'est les 7 communes de Saint-Étienne qui portent l'élévation. Et on va remettre à Dominique Polto. Et sachant que vous m'avez dit, je sais que vous êtes, je dis pas ému, mais enfin disons, vous retrouvez ces lieux, donc vous... Ah ben oui, vous n'étiez pas né quand je suis venu là. Oui, vous avez connu il y a à peu près... Ben, il y a pas à peu près, il y a exactement 52 ans. Puisque, ah oui, ça fait un drôle d'effet. Quand je suis sorti de l'armée, enfin plutôt quand je suis sorti de l'ENA, c'était l'année de l'indépendance d'Algérie. Après notre service militaire, et toute ma promotion de l'ENA a été affectée à une administration qui s'était créée à ce moment-là pour les rapatriés, le secrétaire d'État rapatrié. Nous avons été dispersés à travers l'administration française, en général à Paris, mais pas seulement. Et moi, par une chance incroyable, j'ai été affecté à un service qui s'occupait ici de la construction précipitée de logements pour les rapatriés, y compris de préfabriqués lourds, qui était à l'époque une nouveauté. Et il a fallu arpenter la France, trouver des terrains, trouver des préfets, des maires, etc. Et donc j'étais au plan. J'y suis resté en fait après et dans un service qui s'appelait le service régional et urbain et qui avait la tutelle d'une grande commission dont le président était Philippe Lamour. Ça vous dit quelque chose? Il a un peu disparu maintenant, mais la Commission nationale d'aménagement du territoire, j'étais un des 2 rapporteurs généraux adjoints, donc j'ai travaillé ici pendant des années, et c'était d'autant plus, ça fait un effet d'autant plus curieux que vous me remettez un prix, je suis absolument enchanté. Bon, on est toujours content de gagner un prix. Et en plus, vous êtes les seconds, puisque le barreau de Paris, où j'achève une carrière brève d'avocat des mineurs, m'a donné le prix du livre politique du barreau de Paris, pour le même livre. Donc ce même livre, dont le titre est quand même très légèrement théologique, puisque c'est comme l'extrait d'un évangile de Matthieu, qu'on me donne ici un prix, alors que quand j'ai travaillé ici il y a 50 ans, c'était un nid par paillot. Il y avait à peu près que ça. Pierre Massé, qui était commissaire général du plan, était d'une vieille famille protestante. Gruson, qui était on peut dire, l'ombre portée de l'INSEE ici. Ripper, qui était adjoint. Enfin, à peu près, je crois que c'est tout juste si on ne demandait pas aux gens leur certificat de baptême à l'oratoire pour vous embaucher. Ça. Et on me retrouvait ici. Vous avez fait tout redorer, hein, c'est quand même beaucoup mieux qu'autrefois. Et le plan était un lieu très intéressant parce qu'on voyait des perspectives qui se sont révélées depuis, c'est-à-dire que à l'époque, par exemple, je vois monsieur qui est rapporteur à la Cour des comptes à la 6e ou 5e chambre. 6e chambre. À l'époque, la Cour des comptes n'avait que 5 chambres, il n'y avait qu'une seule chambre pour les finances sociales, et les finances sociales, c'était le parent pauvre dans tous les domaines de l'enseignement, dans les facultés, de l'enseignement à l'ENA, etc. Or, à l'époque, les prélèvements sociaux représentaient, je crois, à peine 10%, 10 points de PIB. Aujourd'hui, c'est 22 ou 23, c'est passé devant
le budget de l'État depuis longtemps, et j'étais à l'origine, en partie grâce aux études que j'avais faites ici avec Ripper, c'est pas le Ripper d'aujourd'hui qui est un diplomate, c'est son fils, Jean Ripper. On avait fait des études sur les perspectives à long terme sur les finances sociales, et on voyait bien que ça arriverait à 20%. Et quand j'étais député, j'ai participé à la création de ce qui est devenu la loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'il y avait quelque chose d'insupportable à voir qu'on passait des semaines à discuter sur des bouts de crédit pour le budget de l'État et qu'on bâclait en quelques heures les discussions sur les finances sociales. Aujourd'hui, il y a une loi de financement de la sécurité sociale qui n'est pas complètement comparable à la loi de finances, puisqu'elle n'a pas les mêmes fonctions, en particulier sur le plan juridique, elle n'a pas la même valeur contraignante, mais c'est un progrès. Et à la Cour des comptes, c'est moi aussi qui ai subdivisé. Alors là, j'ai fait 2 chambres sociales. Aujourd'hui, il y a 2 chambres à la Cour des comptes. C'est l'image de l'importance des finances sociales dans le fonctionnement du pays. Et c'est très curieux de penser à quel point, il y a 50 ans, en effet, ici, ça faisait partie de la prospective. On est dedans maintenant beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté personnel, parce que c'est très émouvant, oui. Quant au sujet, vous en avez tellement bien parlé, et je vous dis, moi, la seule chose que je retiens, c'est que j'ai vraiment pas de chance. J'ai fait un premier livre, un peu du même genre, sur les juridictions pour enfants. Et j'étais très content, puisque très vite, au moment du changement de gouvernement, c'était juré, craché, la réforme de l'ordonnance de 45 allait venir, etc. Malheureusement, il semble qu'il y ait beaucoup d'hésitation là où il y avait beaucoup de résolutions. Et puis sur les juridictions sociales, dont j'ai découvert... En fait, comment est-ce que j'ai découvert la juridiction sociale? Je connaissais un peu les prud'hommes, forcément, très peu les autres, et c'est dans les couloirs des palais de justice que j'ai trouvé des femmes, des mères de jeunes prévenus, qui étaient souvent des femmes de conditions sociales, de niveau culturel très faibles, avec beaucoup d'enfants, souvent de pères différents, des mères célibataires, et accablées de soucis, et avec des sacs, des paniers pleins de papiers, tous les papiers du monde que peut avoir une mère de jeunes garçons, alors convocation au tribunal pour enfants, mais aussi des papiers de surendettement, des papiers de convocation au conseil de discipline du lycée, des papiers de on vous couper le gaz ou l'électricité, des papiers, des convocations au conseil des prud'hommes. C'est fou le nombre de papiers que peut produire, entre autres, mais pas seulement la juridiction sociale, l'administration française, dans un langage souvent assez obscur, surtout pour des femmes qui n'ont pas un niveau culturel ou même un niveau linguistique suffisant. Et j'ai découvert donc ce que je connaissais, ce que je croyais connaître dans ce que j'avais appris autrefois, et qui est très différent en Allemagne, puisqu'en Allemagne, depuis plus d'un siècle, il y a 5 ordres de juridiction. Beaucoup de Français ne le savent pas. En France, il y a les juridictions administratives, les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Les juridictions judiciaires sont vieilles comme la France. Les juridictions administratives sont beaucoup plus récentes, elles ont été d'ailleurs une évolution au cours du XXe siècle, mais c'est tout. Évidemment, il n'y avait pas de juridiction sociale en France quand il n'y avait pas de droit social. En Allemagne, il y a 5 ordres de juridiction. Des juridictions judiciaires comme les nôtres, des juridictions administratives, on pourrait dire un peu comme les nôtres, des juridictions fiscales, pas comme les nôtres, puisque nous, le contentieux fiscal, il se partage entre les juridictions administratives et les judiciaires. Et des juridictions du travail, Arbeitsgericht, c'est toute une hiérarchie avec une cour. Chacune de ces 5 ordres de juridiction a une cour de cassation. Et au-dessus de tout ça, il y a une cour constitutionnelle à Karlsruhe. Donc, les juridictions du travail et les juridictions sociales, qui couvrent les unes, diront ce que le Conseil des prud'hommes, enfin au sens large, les conflits du travail, et les autres, tout ce qui est social. Et ça fonctionne depuis plus d'un siècle. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu la période nazie, il y a eu la reconstruction après la guerre. Mais le système allemand est un système qui fonctionne depuis très longtemps. Et quand on le voit fonctionner, on se dit, mais comment est-ce qu'en France, ça ne s'est pas imposé? Alors ça, c'est discuté quand j'étais étudiant, puisque M. Larocque, qui était pas seulement le père de la sécurité sociale, et au moment du Front populaire et à la Libération, mais ensuite est devenu président de la section sociale du Conseil d'État, a ouvert le débat en 50, 51, 52, à savoir
ne faudrait-il pas un ordre de juridiction sociale? Ou deux. En Belgique, c'est un. Les juridictions dites du travail, en vérité, couvrent toutes les juridictions sociales. En France, si vous voulez en savoir plus, lisez mon livre, regardez Espoir, ça ne peut que s'améliorer. Voilà. Pour le reste, au passage, en faisant ce livre, en faisant d'abord cette enquête sur pièce et sur place, comme on disait à la Cour des comptes, j'ai quand même constaté quelque chose de très émouvant, c'est-à-dire un sens du service public chez des quantités de gens qui font leur métier, des magistrats, ou des gens faisant fonction de magistrat, ou des greffiers, ou des gens faisant fonction de greffier, parce que certaines de ces juridictions ont un statut juridique assez complexe, et qui, tant bien que mal, rendent une justice extrêmement importante, puisque sur 3 millions de décisions par an, les décisions juridictionnelles, au fond, 3 millions par an. 500 000 pour tout le pénal, et 500 000 pour tout le social, et 2 millions pour le reste. Donc, c'est-à-dire qu'une décision sur 6 dans l'année, elle concerne les juridictions sociales. Et c'est vraiment un secteur très négligé du service public de la justice, en effet mal réparti, mal structuré. Et là, comme pour la juridiction des mineurs, je ne suis pas très optimiste, parce que je vois qu'on va plutôt tendance, j'entends dire, ou je lis parfois, qu'on va plutôt vers un déversement de ce contentieux vers des juridictions administratives. Et sur les juridictions administratives sociales, vous pouvez lire mon chapitre sur la CDAS ou sur la CCAS et vous serez investi. Donc je ne suis pas très optimiste, mais je ne suis pas encore entièrement décidé à arrêter d'écrire des livres, bien que ça ne porte pas bonheur au sujet que j'ai choisi. Par exemple, je passe plutôt à l'international, à partir d'une affaire que j'ai découverte en effet à travers mes travaux antérieurs. Qu'est-ce qui se passe quand un scaphandrier français meurt à 50 mètres sous la mer dans un endroit que je ne donnerai pas, pour des travaux sous-marins qui étaient nécessaires pour des raisons d'aménagement portuaire, qui était sous contrat d'une société de droit de l'île de Man, mais dont les locaux sont en Croatie, et dont le contrat prévoyait des clauses tout à fait extraordinaires concernant les conditions de travail, de repos, d'arrêt de maladie, et qu'on est devant un de ces problèmes de droit du travail concernant le contrat de travail, concernant les conditions de travail, concernant les accidents du travail, concernant la responsabilité, qui me fait penser aux problèmes qu'on opposait quand j'étais étudiant en droit par un professeur qui nous faisait rire par son seul nom, c'était le professeur Batifol. Alors, ça vous faisait rire, mais il était professeur de droit international privé. Ça nous faisait beaucoup moins rire. Parce qu'un des exercices favoris, c'était de dire une femme de nationalité chinoise accouche d'un petit garçon à bord d'un navire battant pavillon panaméen dans les eaux territoriales de l'Allemagne, de façon d'ailleurs incertaine parce qu'on n'est pas loin du Danemark. Et le capitaine est roumain. Quelle est la nationalité du bébé? Alors on s'exerçait, généralement on avait comme note 3 ou 2,5. Bon. Là, dans ce domaine du droit du travail international, avec toutes les délégations, on a d'autres exemples, avec par exemple, les transporteurs routiers, qui font dans des conditions extrêmes du cabotage interne en France et qui violent on leur fait violer toutes les réglementations fiscales, douanières, du travail, tout. Et là, donc, je vais peut-être écrire un livre là-dessus, mais j'hésite beaucoup parce que je ne suis pas sûr d'avoir un prix et je ne suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit, puisque en général, les réformes que je propose, elles sont décorées mais pas mises en œuvre. Merci quand même. Écoutez, d'abord, je vais le poser. Je ne voulais pas le poser par terre parce que
D'abord, je suis effectivement très, très heureuse et très fière d'avoir ce prix. J'étais déjà très contente d'être présélectionnée au milieu de toutes sortes d'ouvrages d'envergure et avec des auteurs extrêmement célèbres dans mon co-lauréat. Donc, j'étais très, très impressionnée. Mais alors, j'étais encore plus étonnée d'être choisie. Surtout, effectivement, en même temps que vous, je dois dire que, bon, voilà, j'ai écrit un ouvrage, en fait, pour lequel la documentation française m'a sollicité. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est une collection qui a cet objectif en fait d'essayer de rendre dans des termes assez clairs, de faire partager des débats de société sur différentes questions. Et c'est vrai que moi ça m'a tout de suite, je dois dire, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme parce que je suis très profondément convaincue que en fait dans notre système de santé, comme dans d'ailleurs beaucoup de domaines, quoi qu'on en dise, les choses sont pas si simples et que pour faire des choix ensemble sur ces questions qui sont complexes, il faut vraiment avoir un débat démocratique réel, profond, et que pour éclairer ce débat, il faut essayer de faire partager ces enjeux et justement ces points de questionnement et sur lesquels les choix peuvent être différents. Il faut les faire partager en essayant d'éviter ce qu'on a souvent effectivement dans notre milieu et que tu as cité, c'est-à-dire un jargon assez technique et extrêmement incompréhensible. Et puis en même temps, en essayant d'éviter aussi ces simplifications un peu outrancières qui font qu'on finit par se dire, et je pense que c'est pas une façon de vraiment d'élever le niveau de ce débat, on finit par se dire mais c'est très simple, finalement il y a des solutions très faciles qui feraient qu'on réglerait tout ça en 5 minutes, il suffit d'avoir un peu de courage politique, etc. Et face à ça, par exemple que ça soit d'ailleurs l'état même de notre système dont on peut remarquer, moi ça m'amuse beaucoup en ce moment, que on l'a porté au nu en 2000 quand il a été classé premier par l'observatoire par l'OMS, mais que maintenant il y a pas mal de bouquins qui sortent qui sont vraiment extraordinairement négatifs avec des types du type le fiasco, enfin donc et donc une espèce d'idée générale que c'était très très bien et maintenant c'est devenu très très un très mauvais système. Alors qu'en fait, quand on regarde très objectivement, notre système, il n'a pas tellement changé. Finalement, il fait des choses très bien parce qu'on est assez bon sur tout ce qui est très curatif. Mais on voit bien qu'en même temps, on a un assez mauvais rang sur des choses qui relèvent de la mortalité prématurée, des inégalités de santé. Et ça date pas vraiment d'hier, quoi. C'est finalement des choses qui ont toujours eu lieu. Mais on voit notre système avec un prisme qui change beaucoup, un peu au fil d'ouvrages un peu spectaculaires et un peu journalistiques. Et ça empêche aussi de voir finalement qu'est-ce qui fonctionne bien, mais qu'est-ce qu'on devrait aussi améliorer et qu'aujourd'hui qui pourrait être à notre portée. Et c'est un peu le deuxième aspect, c'est que je trouve que c'est ce que tu disais aussi. On voit beaucoup fleurir des espèces de solutions à l'emporte-pièce ou des choses du genre il suffit de faire comme les Anglais, comme les Allemands, faire différemment, etc. Et c'est toujours intéressant de regarder ce que font les autres, parce que ça permet de se décaler aussi et de se dire qu'après tout, des gens vivent avec des systèmes qui sont organisés très différemment. Mais fondamentalement, quand même, tous nos systèmes, il n'y a pas de miracle sur le fait que importer, d'ailleurs, si tant est que ce soit possible, vu que tous ces systèmes sont construits avec des décennies et sont complètement consubstantiels à la société aussi qui les porte, avec un système de valeurs qui est quand même assez dans le détail, finalement, quand même un peu différent d'un pays à l'autre. Mais de toute façon, quand bien même on pourrait transposer, on voit bien que nos systèmes de santé, de manière générale, je veux dire, ils sont tous confrontés à une tension, mais qui est inévitable et qui fait aussi leur grandeur, qui est que ce sont des systèmes qui sont socialisés pour permettre l'accès aux soins, et que dès lors, on a effectivement une tension forte entre eux, des besoins, une offre extra-grandissante, et puis les moyens de la financer. Et ça, c'est pas spécifique à la France, mais c'est vrai que chaque pays a un peu ses façons d'y répondre, et là encore, ces façons, elles sont très imprégnées des systèmes de valeurs des différents pays. Donc, nous, il me semble que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait un débat suffisamment approfondi et suffisamment large d'ailleurs sur justement ces valeurs. Finalement, probablement notre système accorde plus d'importance à la liberté, à l'accès, que sans doute à des questions d'équité vraiment au fond. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire évoluer les choses? Et dans ce cas, c'est possible. Et puis, tracer un chemin et pas seulement avoir l'idée qu'il y aurait une cible un peu magique, etc. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner à voir ces débats-là de manière
à la fois voilà, compréhensibles par tous, et en essayant effectivement de ne pas trop les simplifier non plus. Donc ma foi, si j'ai réussi à le faire, ben, je suis très contente. Je pense que ça a une petite utilité. Voilà, merci. Merci. Alors, ce qu'on a prévu, c'est de prolonger ces présentations par un rapide dialogue animé par Manuel Jardineau. Donc, si vous voulez bien, Monsieur Jox et Dominique Polton vous mettre là, voilà. Et ensuite, voilà, donc rapide dialogue. Et puis ensuite, on a le verre de l'amitié. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand honneur d'animer ce débat suite à la remise de ces prix. Juste en introduction, voilà, mon rôle est de lancer le débat, et bien sûr la salle est la bienvenue pour poser des questions à nos lauréats. Un peu difficile de créer un débat peut-être a priori, tant les deux sujets semblent éloignés et les méthodes utilisées également. D'un côté, une narration de terrain, une enquête, comme l'a dit Monsieur Libaud, et de l'autre côté, plutôt une analyse, un décryptage des politiques. Ce qui me paraît néanmoins intéressant, c'est de voir ce qui traverse les deux ouvrages, c'est la question de l'inégalité, la question effectivement de l'accès au droit à la réparation, au droit à la justice sociale d'un côté, l'accès aux soins, peut-être la question du non-recours aussi qui traverse aussi actuellement beaucoup l'actualité et la question des politiques sociales. Donc une question un petit peu générale pour commencer. Est-ce que cette question des inégalités et de l'accès au droit est pour vous un thème prégnant, important, essentiel aujourd'hui dans les politiques sociales? Monsieur Jox, peut-être? Oui, il y a un mot anglais, un anglicisme qui est la justiciabilité, qui est étudié aujourd'hui surtout dans les milieux, chez les juristes de l'université de Nanterre. Qu'est-ce que c'est que la justiciabilité? C'est ce qui manque précisément énormément aux juridictions sociales en France. La justiciabilité, c'est que avoir un droit, c'est bien. Et ce qui est important, c'est que ce droit vous soit reconnu, que ce droit vous le connaisse, qu'il vous soit reconnu, par conséquent, on en obtienne ce qu'il vous promet, que si on est en désaccord sur le fait qu'on vous accorde non ceci, ou la quotité, ou le montant, ou le taux, on puisse avoir affaire à un arbitre, ou en cas de conflit, à un juge, que ce juge existe, qu'on sache où il est, qu'on puisse le trouver, et qu'enfin on puisse espérer avoir une décision. Alors, il y a peu de domaines de juridiction en France où la justiciabilité soit aussi peu assurée que dans le domaine des juridictions sociales. Pour donner un exemple, on ne peut pas entrer à la CDAS de Paris. On ne peut pas entrer. Si, on peut, il faut un peu forcer la porte, il faut montrer des papiers, il faut expliquer ce qu'on veut, et encore, on vous dit, mais est-ce que vous êtes convoqué? Vous pouvez entrer à la chambre, n'importe quelle, la 23e chambre correctionnelle, demain, tout à l'heure, à 1h30, vous verrez distribuer des jours de prison, vous pouvez entrer dans toutes les juridictions, sauf celle où a été prononcé ce qui arrive, le huis clos, ou sauf celle où la règle appliquée, c'est les juridictions pour mineurs, ce qu'on appelle la publicité restreinte. Il n'entre qu'un certain petit nombre de gens. Et sans ça, on entre. La justice est rendue publique. Et pas dans un TCI de Paris, la première fois que j'ai voulu entrer, on m'a dit, mais c'est pas l'habitude. Ils ont pris l'habitude de me voir. Il y a si peu de gens qui vont voir ce qui se passe que les gens finissent par croire que c'est interdit. Bon,
Et ça, c'est un premier problème. Vous racontez d'ailleurs une scène dans votre livre où vous avez dû forcer un petit peu justement, en faisant valoir que vous étiez avocat, etc., où il y a une scène de négociation pour que vous puissiez assister à une audience. Parce que on comprend d'ailleurs que c'est si inhabituel. C'était à Chartres, je crois, comme ça. Le TCI, le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, c'est un tribunal dans chaque région qui prend des décisions par rapport à son nombre de pensions, de handicap. Il est au siège de la région, mais ils organisent des audiences foraines. Les audiences foraines, ça n'est pas un mot très répandu aujourd'hui. Quand j'étais étudiant en droit, ça existait, les juges avaient des audiences foraines, ils allaient sur des champs de foire. Il y a des audiences foraines du TCI, par exemple, celui de l'Orléans. Vous comprenez bien que s'agissant du TCI, dont les clients, si j'ose dire, sont souvent des handicapés, parfois lourdement handicapés, parfois évidemment ne se déplaçant qu'avec l'aide de quelqu'un de leur famille ou d'aide, qu'il y ait des audiences foraines, c'est quand même pas mal. Alors, l'audience foraine du TCI d'Orléans, elle avait lieu dans un gymnase un samedi matin dans la banlieue de Chartres. Et là, évidemment, quand on m'a vu arriver avec ma robe, et en plus j'avais une stagiaire, on m'a dit, vous venez pour quelle affaire? Je viens pas pour une affaire, je viens pour assister à l'audience foraine du TCI. Ah ben non, monsieur, c'est pas public. Alors j'ai dit, c'est pas public. Ben, si, c'est public. Non. Heureusement pour moi est arrivé le président, qui était d'ailleurs un magistrat ancien avocat, qui a dit, si, vous avez le droit d'entrer. Là-dessus, le médecin expert de la sécurité sociale a dit, non, c'est pas public. Et d'ailleurs, les secrets médicaux, tout d'un coup, le problème de la publicité du TCI s'est posé en vrai, parce que j'étais là. Et le président a insisté. Quand j'ai vu que le médecin disait, mais si c'est ça, je ne le rapporte pas, j'ai compris que j'allais annuler ou plutôt faire renvoyer toute l'audience, y compris des gens, un en particulier, qui était là, qui tenait à peine debout, qui serait donc le problème. J'ai dit, bon, très bien, c'est pas grave, je reviendrai une autre fois, je m'en vais. Là-dessus, ils ont discuté entre eux, j'ai fini par y assister. Mais le problème, effectivement, se pose d'ailleurs. La publicité des débats devant un TCI, il faut voir comment est rendue cette justice. C'est-à-dire que l'expert fait son rapport devant, il parle comme ça, il ressort du cabinet médical après avoir examiné la personne pendant de 3 minutes à 20 minutes, parfois c'est très rapide, et il s'assied, là où il y a le président du TCI, qui est un magistrat, généralement un magistrat en retraite, c'est que des retraités. Moi j'étais bien là-dedans, parce que je suis moi-même retraité, donc on était entre retraités, et puis les assesseurs qui sont désignés comme un peu comme au TAS. Et le médecin expert dicte son rapport. Il y a après examen ceci, cela, on conclut, pourcentage. Et il conclut dans son rapport qu'on va passer le coefficient de 27 à 32, au contraire qu'il n'y a pas lieu, etc. Donc l'audience publique est quand même problématique, puisque ce sont les conclusions du rapporteur qui sont données, et d'une certaine façon, on assiste au délibéré sans le vouloir, parce qu'il n'y a pas de délibéré. On le constate après coup, c'est-à-dire que la décision de l'expert, qui est un médecin expérimenté dans ce domaine, elle est toujours entérinée. Pourquoi? Parce que le président, les assesseurs hésitent à poser. Et pour que la question soit discutée, il faut qu'il y ait un problème sérieux, etc. Et à ce moment-là, où est le secret du délibéré? Il est dans le fait qu'ils ne prennent pas la décision sur le moment, mais il n'y a pas un débat, il n'y a généralement pas d'avocat. Donc c'est une justice qui prend des décisions minimes à nos yeux, pour ceux qui sont en bonne santé et qui ont des revenus à peu près normaux, mais des décisions très importantes pour des gens à qui on va ou non accorder 3 ou 4 heures de plus par semaine d'assistance à personnes handicapées. Donc je vous dis ça parce que c'est d'autant plus intéressant que là, encore une fois, c'est presque uniquement des retraités. Et des retraités très vieux. Plus vieux que moi encore, il y en a. Non, des gens, des magistrats à la retraite, président de chambre, premier président de cour d'appel à Toulouse, c'est un ancien premier président de cour d'appel, qui a mon âge, même un peu plus, ça l'intéresse tellement, il s'embêtait tellement à la retraite, qu'il a accepté d'ouvrir le TCI de Toulouse, et depuis 15 ans, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il se sent extrêmement utile. Il a du temps, il peut délibérer avec des collègues, il peut suspendre, il peut... Bon, or, c'est une justice. Là, la justiciabilité, elle existe d'une certaine façon parce qu'il
un aspect de la justiciabilité existe, c'est qu'il est là, ils sont là. À Bordeaux, c'est une vieille dame aussi. À Paris, c'est que des retraités. À Paris, ils sont 12, tous des retraités. Ils sont là. Mais encore faut-il savoir, et faut-il avoir les bons recours. Je raconte dans une autre chose que j'ai vue, parce qu'il y a une cour d'appel spéciale. Les TCI, je crois que personne en France n'a assisté comme moi à 4 audiences de la CNITAT. La CNITAT, c'est la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des actions du travail, qui est présidée par une présidente de chambre à la cour d'appel d'Amiens, où il n'a jamais été, où il y a des magistrats d'Amiens qui ne siègent jamais autrement que là, et qui prend des décisions par dizaines. Mais il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la France, il y a des avocats spécialisés qui recueillent toutes les demandes d'avocats. On va dire que c'est pas très confraternel, comme on dit chez les avocats, ce que je dis, mais c'est quand même, c'est un fait. Il y a quelques avocats dans cette ville qui sont spécialisés et qui recueillent tout ce qui peut arriver des coups de la France. Et les gens sont défendus, quand ils le sont, par des avocats qui ont reçu une mince feuille de papier. Donc, il y a la notion de justiciabilité, elle est vraiment très... Alors là, on a une inégalité incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient devant la CNITAT, qui vient devant un TCI avec un avocat spécialisé, comme il en existe quelques-uns, tout d'un coup, d'abord les magistrats sont très contents, la présidente est très contente, parce qu'il n'y a jamais d'avocat. Alors, ils sont contents parce qu'il va y avoir... Et puis, ils entendent des arguments, ça leur fait réviser leur système de pensée. Et si l'avocat est, comme c'est souvent le cas des avocats spécialisés, assez ferré sur la question et sur le point précis qu'il a soulevé, lui, il l'a préparé pendant des heures, alors que les magistrats, eux, qui voient arriver 35 dossiers dans la journée, ils ont consacré. Il est donc très ferré, donc il fait progresser le niveau. Donc tout le monde est content. Et évidemment, le bénéficiaire principal, c'est celui qui est venu avec un avocat. Alors que, et j'ai vu ça devant d'autres tribunaux, le CDAS d'un département que je ne nommerai pas, dans lequel c'était absolument scandaleux, les conditions dans lesquelles, malgré eux, les fonctionnaires qui faisaient fonctionner ça, produisaient des dénis de justice, à tel point que moi je suis sorti à un moment donné en me disant, au fond, en étant là, sans rien dire, je me rends victime d'un délit qui est non-assistance à personne en danger. Donc il y a toute une problématique. Alors, juste, j'arrête. En Allemagne, bon, ces tribunaux sont des tribunaux normaux, qui fonctionnent comme des vrais tribunaux. En Belgique, le tribunal du travail a un parquet social qu'on appelle l'auditeur du travail. C'est-à-dire qu'il y a, comme devant nos chambres correctionnelles, il y a un substitut qui requiert des peines ou des sanctions. En Belgique, il y a un parquet social, l'auditeur du travail assiste à toutes les audiences, intervient quand il veut, et sur le plan des intérêts civils comme sur le plan pénal. Et donc, il y a une assistance garantie, puisqu'il peut intervenir au moment de la mise en état, au moment de à tout moment. Bon, ce sont des choses qui existent, je parle du système allemand ou du système belge, qui sont à nos portées. Il y a 1 heure de TGV dans un cas, 2 heures de TGV dans l'autre, pour voir comment ça fonctionne. Malheureusement, la France, depuis la ROC, ne s'est jamais intéressée au problème. Ah si, récemment, il y a eu un grand colloque à la CGT et quelques autres colloques sur le problème des juridictions sociales. C'est un problème très important pour des gens très pauvres, et très pauvres à tout point de vue. Et c'est donc pour ça, une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est tellement ignoré, et qu'en vérité, au fond, c'est une des catégories sociales qui, d'une certaine façon... Alors, vous avez parlé du non-recours. Ce sont les mêmes qui n'ont pas de recours, qui ne font pas recours, qui ne font pas appel à un droit qu'elles ignorent. Or, une politique sociale, si elle définit telle ou telle prestation dans tel ou tel domaine, c'est qu'elle a un but. Aider les gens à ne pas sombrer, etc. Donc, il faut que les gens qui ont droit y aient recours. Quand ils n'y ont pas recours, c'est un problème de politique sociale. C'est aussi un problème pour les individus qui n'y ont pas recours. Actuellement, d'après ce qui est paru, vous connaissez sûrement ce livre, c'est une partie importante de la population la plus pauvre qui n'a pas recours, qui ne fait pas appel à des droits auxquels elle a droit. Et ça, encore une fois, je m'obstine à faire ça, à parler de ça. Si on compare ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, en Suisse, pour prendre ces 3 pays très proches, la France, là-dessus, est dans un état de retard honteux. Quand on emmène des étudiants, comme je l'ai fait, à Liège ou à Bruxelles, voir ce qui se passe devant un tribunal du travail, mais ils en ont les larmes aux yeux. Ils disent, mais pourquoi c'est pas comme ça chez nous? Quand on les emmène voir un conseil des prud'hommes à Lausanne, on voit comment... Ils sont vexés.
Ils sont vexés d'être dans un pays où ce genre de pratique, non seulement n'existe pas, mais est inconnu. Alors qu'il y a qu'à aller le voir. Ah, j'arrête. Justement, je vous interrogerai un petit peu plus tard sur les solutions, sur ce que vous pouvez proposer pour améliorer cette justice-là. Alors, mais pour continuer sur la question des inégalités, peut-être du non-recours, un terme qu'on utilise beaucoup quand on parle de santé, est-ce que ça, c'est un thème prégnant aujourd'hui et qui vous paraît caractériser peut-être les failles du système de santé en France? Alors, est-ce qu'il fonctionne à côté? Il fonctionne. Oui, il y a une chose qui est similaire à ce que vous dites je crois que c'est vrai de beaucoup de domaines, mais qui est cette différence entre l'égalité formelle et puis l'égalité réelle ou bien l'accès réel. En France, si vous voulez, on a quand même un bon système d'assurance maladie. Je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut reconnaître ce qui est fait, c'est-à-dire que effectivement beaucoup de gens qui ne pourraient jamais se payer les soins qu'ils ont aujourd'hui et qui sont des soins très coûteux et pour lesquels ils sont soignés exactement, quel que soit leur niveau de revenu, de la même façon, avec les mêmes accès aux thérapies coûteuses, etc. Ça, c'est tout à fait à l'honneur du système français et ça fonctionne bien. Mais peut-être il y a deux choses qui sont, je pense, aujourd'hui compliquées dans notre système. D'abord, c'est effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire fondamentalement le fait que comme c'est un système quand même qui fonctionne un peu où on organise soi-même son parcours de soins, on a selon la capacité qu'on a peut-être à choisir ses professionnels, à organiser son circuit, etc. On a sans doute une capacité de l'utiliser différente selon les catégories sociales et avec sans doute moins, on le voit bien d'ailleurs, on le voit bien dans les études qui sont faites, que des gens, autant par exemple les gens qui arrivent à l'hôpital public pour un problème de cardiologie sont soignés tous de la même façon, autant parfois ils ont été moins explorés, notamment en médecine de ville, quand ils sont de catégories plus modestes. Et je pense que ça renvoie au fait que c'est un système dans lequel on a une grande liberté d'organiser son propre parcours. Et on peut donc d'une certaine manière fabriquer son droit de tirage aussi sur le système. Il y a des systèmes qui fonctionnent, mais je ne suis pas sûre que ça plairait totalement aux Français, parce qu'il faut bien voir que tout ça est un équilibre. Les systèmes qui fonctionnent de façon plus rationnée, d'une certaine façon, sont des systèmes qui sont sans doute plus habités que nous par la préoccupation d'une équité de base, c'est-à-dire le fait de dire, on va obligatoirement chez son généraliste en Angleterre, ou bien en Suède, quand on va dans un centre de santé, on est vu par une infirmière. Je ne sais pas si les Français accepteraient ça, mais c'est certainement une manière de dire, au fond, tout le monde quelque part passe par un parcours qui est organisé un peu de la même façon et ça évite éventuellement que les parcours soient organisés en fonction aussi de sa capacité de connaissance et donc que ça fabrique effectivement des différences. Ça, je pense que c'est très clair dans notre système. L'autre aspect, peut-être, c'est que c'est une chose d'avoir accès aux soins. La France est aussi très obsédée par le fait que inégalité de santé, c'est les problèmes d'accès aux soins, de reste à charge, etc. C'est pas forcément, ça peut compter dans le tableau final, mais en réalité, les inégalités de santé, elles se fabriquent déjà très en amont du système de soins et du système de santé, par toutes sortes de facteurs. D'ailleurs, qui sont sans doute très intriqués, mais aujourd'hui on a un petit peu de mal à être tout à fait au clair sur la façon dont ils s'enchevêtrent et qui fabriquent finalement effectivement des inégalités des chances et des mortalités dont la différence quand même de 6 ans, par exemple, entre des cadres supérieurs et des ouvriers, assez constante. Il n'y a pas forcément autant d'accroissement parfois que ce qu'on entend dire, mais en fait elle reste constante à des niveaux très élevés. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est quasiment comme si la catégorie ouvrier vivait dans les années 60-70 du point de vue de l'évolution qu'on voit de l'espérance de vie, quoi. C'est-à-dire effectivement ces écarts-là, ils ne sont pas fabriqués que par le système de soins, donc je pense, et par le système même de santé préventif, mais ce qui est vrai, c'est que peut-être notre système pourrait être beaucoup plus proactif qu'il ne l'est. Et à la fois effectivement dans l'accès aux droits, parce que on a quand même on a organisé des systèmes qui permettent à des gens en dessous d'un certain niveau de revenu d'avoir une meilleure gratuité, une plus grande gratuité, et ces systèmes fonctionnent bien, et aussi ce sont des évolutions très positives. Effectivement, il faut que l'accès soit réel, et c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas recours ni à la CMU-C et encore moins à l'aide de la complémentaire santé, où là c'est des niveaux de revenus qui sont au-dessus de ceux de la CMU-C et sur lesquels
il y a effectivement une aide, mais qui peut ne pas, enfin, qui compte tenu du niveau de vie des personnes et du fait qu'elle ne couvre qu'une partie des primes complémentaires, et peut-être pas toujours, voilà, pas toujours la priorité dans l'utilisation des budgets de ces personnes-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on sait qu'effectivement, il y a dans ces deux dispositifs une partie de gens qui pourraient y avoir droit et qui ne recourent pas. Et puis on a aussi des cas, alors c'est très difficile, et là il y a des chiffres, il y a un peu des batailles de chiffres sur des renoncements aux soins et la gravité de ces renoncements aux soins, parce qu'on peut tous renoncer à des soins, on peut tous quand même renoncer à un moment donné à des soins dentaires coûteux sans que ça soit forcément non plus catastrophique, mais la question c'est à quels soins des gens sont-ils amenés à renoncer pour des raisons financières. De ce point de vue-là, notre système n'est pas toujours très lisible du point de vue de ce qui reste à la charge des personnes. C'est peut-être aussi un des défauts qu'on pourrait essayer de combattre, parce qu'il y a une certaine incertitude dans ce que les gens vont avoir à payer au final quand ils sont dans un parcours de soins. Bon, et ça c'est un sujet, je pense, aussi en France. Bon, il y a ça, et puis il y a le fait qu'effectivement il y a des renoncements aux soins qui ne sont pas uniquement pour raisons financières, mais parce que le système est peut-être pas assez facile d'accès ou utilisable facilement par certaines catégories. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal à quantifier complètement ça, mais c'est sûr que ces questions-là sont réelles aussi, et que elles sont pas si simples que ça à résoudre. Elles sont pas si simples que ça à résoudre. Elles existent d'ailleurs, à mon avis, dans tous les pays, parce que d'ailleurs elles sont étudiées dans tous les pays. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être peut-être plus proactif et que le système se mette plus au service d'un certain nombre de gens pour lesquels on attend qu'ils viennent. Et ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais sur lesquelles il y a encore beaucoup à faire. Votre ouvrage, vous dites que finalement les moyens à octroyer à la justice sociale sont pas d'un ordre financier extraordinaire. En revanche, ça demande du temps et de l'implication politique. Vous parlez de plan à 20 ans. Vous qui êtes un homme politique, qui l'avez été en tout cas, comment on peut mettre en place un plan à 20 ans quand on connaît, et vous les énumérez, toutes les réformes, année après année, alternance après alternance. La Troisième République a eu un plan à 30 ans, elle a construit des écoles normales à travers tous les départements, des écoles normales de garçons, écoles normales de filles, on a construit des écoles communales dans toutes les communes, dans certaines communes plusieurs écoles, des écoles de hameaux. Bon, c'était un plan. Moi, j'étais modestement l'auteur d'un plan de modernisation de la police à 10 ans. En 10 ans, on a transformé les choses. Pour la justice, il faudra au moins 20 ans. Parce que, pourquoi il faut 20 ans? Parce que vous ne pouvez pas fabriquer un magistrat expérimenté en 5 ans. Vous mettez un poste au concours, il faut 1 an. Il est reçu au concours, il va à l'école, il faut 2 ans. Quelques années de stage, 5 ans. Au bout de 5 ans, on peut espérer faire un magistrat assez performant. Mais pour avoir des magistrats expérimentés dans le domaine du droit du travail, du droit social, il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pas la peine de rêver. Il faut, pour fabriquer des juridictions sociales, il faut des magistrats spécialisés. Les TAS dont vous parliez tout à l'heure, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, c'est un tribunal présidé par un magistrat qui peut-être souvent n'a jamais fait de droit social de sa vie. Mais c'est ahurissant. Si vous racontez ça à des Allemands, ils ne vous croient pas. Mais simplement, ils pensent qu'on est emporté par la passion. Ils ne croient pas. C'est incompréhensible. Alors, on en voit les résultats dans certains cas. De même, les CDAS, ce sont des tribunaux administratifs qui s'appellent commissions, par référence à l'ancienne commission qui existait, qui était composée de 5 membres. Mais le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, qui s'occupe de ce genre de choses, il faut mieux s'occuper d'autre chose d'ailleurs, il a ramené la CDAS à 1 membre. Donc c'est une commission à membre unique. Et c'est donc une juridiction administrative qui s'appelle commission, composée d'une seule personne. Et cette personne est un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le président du TGI sur une liste au moment donné. Et on voit, quand on va voir des CDAS où arrive quelqu'un, un magistrat de l'ordre judiciaire, qui est venu là parce qu'on l'a reçu l'ordre par intérim, qui arrive, qui s'assied, et qui voit défiler 45 dossiers préparés par les services de la préfecture, et qui n'a pas la compétence, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas le droit social. Le droit pénal, moi j'ai fait du droit toute ma vie. Il y a des droits plus compliqués que d'autres. Le droit social, c'est un droit très compliqué. Pourquoi? Il est compliqué, il est complexe, et en plus il change souvent. Donc il y a des problèmes d'application de la loi dans le temps. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses. Vous ne confieriez pas une opération du cerveau à un étudiant en médecine qui commencerait sa chirurgie, qui n'aurait jamais fait une appendicite. Bon, le droit social est maltraité.
Il est maltraité et les magistrats des juridictions sociales sont maltraités. Et ceux qui font bien leur travail, c'est parce qu'ils ont un sentiment qu'on peut comprendre. Ils ont face à eux des pauvres gens. Sauf que les pauvres gens qui sont en correctionnel, il faut voir ce que c'est qu'une correctionnelle, c'est quand même la plupart des voyous, des malandrins, des bandits, ce sont des pauvres gens au départ. Mais les pauvres gens qui sont dans le réseau social n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils ont besoin de ceci, ils ont appel à cela, ils ont mal, quelquefois. Et la justice sociale française, les magistrats qui font face à ça, ils sont soumis à des choses douloureuses. Donc, ils font leur travail, comment dire, ultra petit, au-delà de ce qu'on peut attendre de quelqu'un. Bon. Mais on ne peut pas faire fonctionner un service public comme ça. Le résultat, dans certains cas, les magistrats me le disaient, on hésite entre les deux. Ou bien on renvoie, parce qu'on ne va pas faire 35 dossiers aujourd'hui. Alors on en renvoie 15. Ou bien on ne renvoie pas, alors on embarque le 15, qu'est-ce qu'on fait? Et ils font comme ils peuvent. Donc c'est quand même là quelque chose de très inconnu, très peu connu, et très, très inquiétant par rapport à l'idée d'égalité. Je veux dire, la société française dans ce domaine est terriblement inégalitaire. En plus, la plupart des gens qui vont devant ces juridictions, ce sont des pauvres gens, parmi les plus pauvres, généralement à 80% d'origine étrangère. C'est comme ça. Comme ça, avec à entrer, on regarde. Hein, regardez, j'entre ici, je regarde. Bon, ben, vous ne voyez pas ça quand vous entrez, ni devant un tribunal pour enfants, vous ne voyez que des mères d'origine africaine à 90%, ni devant les tribunaux sociaux. Vous prenez le rôle, vous arrivez, vous lisez le rôle, vous avez tout de suite compris. Bon. Merci. Alors, vous m'avez presque facilité la tâche en parlant de chirurgiens, de médecins, en comparant les juges à des chirurgiens, à des médecins. Je vais passer la parole à Dominique Polton pour conclure sur les pistes de réforme. Alors, on n'a pas eu le temps et je m'en excuse de détailler un petit peu ce que vous expliquez dans votre livre sur le système de santé français. Et justement, vous faites, comme Pierre Jox, des comparaisons. Alors avec les Britanniques aussi, les Allemands, quelles pistes vous pouvez proposer sur un système dont vous dites finalement qu'il ne marche pas si mal, qui tient depuis quelques années la plupart du temps ses objectifs, financiers en tout cas, et que peut-être c'est aussi une question économique, pas seulement, mais comme pour le système de la justice sociale, un peu de moyens, ça améliorerait un tout petit peu les choses. Oui, la question c'est de savoir quand même si on les a et à quoi on les emploie. Mais plus globalement, je pense qu'il y a un peu deux registres, si vous voulez. Il y a un registre qui peut-être pas, comment dire, glamour, qui est le registre d'une certaine manière des efforts qu'on peut faire pour manager un système, parce que c'est quand même un système qui pèse très lourd et avec beaucoup comment dire, beaucoup d'éléments de bonne gestion. C'est effectivement pas peut-être des grandes réformes énormes qui rebattent toutes les cartes, mais il y a beaucoup de progrès à faire et il y a beaucoup de choses à faire. Pour avoir un service public de l'assurance maladie qui soit un système performant, qui effectivement atteigne ses objectifs, qui essaie de maximiser ce qu'on peut avoir comme gain de santé pour des sommes données, etc., qui s'intéresse à la question des inégalités, mais y compris d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire au fond, comment on monte. Et ça aussi, il y a des choses qui existent dans d'autres systèmes. Et comme vous, moi, je regarde beaucoup aussi ce que font les autres. Et autant je trouve qu'il y a une espèce parfois de, comment dire, de façon de penser des choses comme si c'était des instruments, les systèmes. C'est-à-dire, on n'a qu'à appliquer ça et ça marchera mieux. Autant, je pense que les systèmes regorgent d'expériences intéressantes pour la France. Et effectivement, plus on les regarde, plus on se dit qu'il y a des choses qu'on peut faire chez nous, avec notre propre système et notre propre contexte, pour améliorer les choses. Et par exemple, en matière d'inégalité de santé, dont on parle beaucoup, il y a des programmes sans doute qu'on pourrait développer dans notre système, mais tout ça, si vous voulez, c'est le registre un peu d'une bonne gestion, une fois qu'on a défini nos objectifs et les valeurs et l'équilibre des valeurs. Après, il y a un certain nombre de gens qui disent non, de toute façon, il faut tout rebâtir, c'est pas, voilà, ce système ne fonctionne pas de manière très, très profonde. Et il y a, si vous voulez, différents schémas ou scénarios qui sont sur la table.
Alors on peut, je veux dire, c'est difficile d'en débattre, il faut un peu plus de temps. Et encore une fois, ça a le mérite de donner un peu des visions, comment dire, un peu plus iconoclastes, sans doute que la vision extrêmement prudente que je donne dans le livre. Et c'est intéressant de se dire, oui, après tout, on pourrait éventuellement changer de système. La question quand même aussi, c'est celle de par quel chemin y arriverait-on, et puis qu'est-ce qu'on cherche. Moi, je pense qu'on peut qu'on peut faire évoluer notre système en étant peut-être plus clair sur nos objectifs et nos valeurs, mais il y a quand même quelque chose que je constate aussi dans les autres pays, c'est que nous, on prend quand même un chemin qui est peut-être qu'on n'explicite pas assez aujourd'hui, qui est quand même cette intrication du financement entre le niveau de l'assurance maladie obligatoire et le niveau de la complémentaire. C'est d'ailleurs un des sujets qui est beaucoup débattu par des gens qui disent il faut remettre tout ça à plat parce que fondamentalement ça ne fonctionne plus. Et c'est vrai quand même que ça emporte un certain nombre de conséquences, je pense qu'aujourd'hui, sur lesquelles on ne se projette pas beaucoup et sur lesquelles on ne réfléchit pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a construit un système dans lequel il faut reconnaître que l'assurance maladie, on le dit d'ailleurs de plus en plus, même si moi je ne suis pas d'ailleurs d'accord avec cette façon de dire, mais on dit, vous voyez bien, dans le système, maintenant, on ne peut plus se soigner que si on a l'obligatoire et la complémentaire. En réalité, c'est pas vrai. C'est vrai pour un certain nombre de gens qu'il faut augmenter le niveau du remboursement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour la CMU-C. Et d'une certaine manière, on n'a pas besoin de dire que c'est de la complémentaire. Ça veut dire qu'on a un système dans lequel on fait en sorte que les gens puissent se soigner, quel que soit leur niveau de revenu. Ça veut dire qu'on peut aussi adapter les niveaux de remboursement. Et dans un système comme la France, où on a dit c'est complètement contraire au principe de 45, finalement, c'est quelque chose qui me paraît moi, assez bien accepté et qui existe dans d'autres pays, qui n'est pas dramatique. On peut très bien dire qu'on a des niveaux de remboursement plus élevés à certains, quand les gens ont des revenus insuffisants. Ça n'empêche pas les autres de se soigner avec la plupart des restes à charge qu'on a aujourd'hui ne sont pas non plus énormes et d'ailleurs nous situent tout à fait dans la moyenne de la plupart des pays. Donc l'assurance maladie obligatoire, elle remplit déjà son rôle, y compris avec un peu ce supplément de remboursement pour certaines catégories de revenus. Mais le problème qu'on a quand même, c'est qu'elle remplit son rôle globalement, mais finalement, elle est un peu dédouanée de la responsabilité qu'elle aurait d'être sûre d'assurer toute seule l'accès aux soins parce que l'assurance complémentaire vient couvrir le reste. Par exemple, il y a des gens qui ont des restes à charge, qui auraient des restes à charge hospitaliers aujourd'hui relativement élevés, donc pour des interventions assez lourdes. Et c'est vrai que quelque part, on s'en préoccupe pas parce que pour 95% des gens, ces sommes sont effacées par la couverture complémentaire. Mais du coup, le risque, sans doute, et ça c'est quelque chose, il faut qu'on se projette dans l'avenir pour voir comment ça va aller, le risque existe quand même qu'on fasse progressivement un peu glisser le curseur en se disant que ça n'a pas beaucoup d'importance puisque toute la population est couverte. Et on va même vers ça puisqu'on favorise la couverture générale. Et ça, je pense que ça peut être effectivement pour nous, pour notre système, un risque à terme sur lequel il faut qu'on réfléchisse, sur lequel il n'y a peut-être pas assez de débat aujourd'hui. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur la gouvernance, etc. Mais je pense qu'on est déjà... Oui, notre temps de parole était malheureusement limité. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et puis, félicitations encore pour ce prix.